Bienvenue sur ma chaîne dédiée au langage visuel et à la photographie. Bonjour à tous. Cette image que vous voyez sur votre écran, c'est en positif de la plaque des temps, la première photographie dans le monde qui se conservait jusqu'à nos jours et dont l'apparition est attribuée à l'an 1827. C'est la vue depuis une fenêtre de la maison de Nicéphore Niepce à Saint-Lô-de-Varennes, non loin de la ville Chalon-sur-Saône. J'ai vu cette image dans mon enfance et je me souviens que j'en ai eu l'impression particulière. En le regardant, j'ai ressenti en elle quelque chose d'énigmatique, même en mystère. Comme si elle a réussi de fixer quelque chose qui ne pourrait pas être fixé. Ce n'était pas une simple image. C'était une empreinte d'un événement qui est arrivé il y a presque 200 ans. Une fenêtre ouverte donnant sur le jardin, une journée chaude, à droite et à gauche des parties du bâtiment, au centre la pelouse. Il me semblait que j'entendais le bruit des arbres, que je me ressentais l'odeur des herbes. Ce que j'observais comme des taches sombres et claires sur le papier d'un album que je tenais aux mains conservait l'attouchement des objets. C'étaient les choses elles-mêmes, comme si l'auteur de cette photographie a réussi de saisir quelque émanation des objets. Cette idée de l'attouchement, l'image comme un attouchement, comme un contact, comme une reconnaissance tactile du monde, elle est devenue pour moi l'impression de cette photographie de Niepce que j'ai conservée jusqu'à ce moment. C'était ma découverte personnelle, et elle consistait à ce que toute image, c'est un contact entre moi et quelque chose. Un contact physique, psychique, intellectuel, un contact au niveau des sentiments, de la mémoire, et à la fin au niveau de l'existence. J'ai décidé à consacrer cet essai à l'invention de la photographie. Cependant, mon intérêt repose non pas dans le domaine des faits, mais à comprendre comment la photographie a influencé notre perception de l'image visuelle. Comprendre la signification de l'image pour nous. 19 août, c'est le jour international de la photographie. Ce jour-là, en 1839, en France, une réunion de l'Académie des sciences s'est tenue pour écouter un rapport de Louis Daguerre sur les détails techniques d'une invention qu'il a nommée daguerréotypie et qui a été annoncée une demi-année avant cela. À l'époque, presque personne ne pouvait supposer que cette découverte, cette invention d'un procédé mécanique de l'image, va causer des changements radicaux dans notre perception du monde et dans la façon d'interaction sociale. On a commencé à parler de ces changements beaucoup plus tard que la photographie est apparue. En 1994, un philosophe et critique d'art suisse, Gottfried Böhm, a résumé ces changements qui se sont produits pendant le XXe siècle en leur donnant le nom du tournant iconique. Il a essayé de nommer, de fixer un certain changement dans notre perception dont la cause était la pénétration totale dans notre vie des images visuelles et surtout des images photographiques. On pourrait dire que le tournant iconique décrit une situation quand l'homme moderne a commencé à exister à l'intérieur d'un espace de l'image. Philosophe russe Valéry Savtchouk, dans son livre « La philosophie de la photographie », a dit de cette situation « La pensée ne peut plus dépasser les frontières de l'image visuelle, car derrière un tableau se trouve déjà un autre tableau. Et derrière une image, une autre image. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie ? L'homme existe à l'intérieur d'un espace de l'image. Comment cela a fait changer notre interaction avec le monde ?
À notre époque, pour chaque photographe ou artiste, cette question demande sa réponse personnelle. La réponse de cette question, à mon avis, est liée avec la nature de l'image photographique. Et pour cette raison, je voudrais d'abord regarder les origines de la photographie. On est habitué de considérer l'invention de la photographie comme un événement unique dans l'histoire de science et d'art. Mais en réalité, cela a affaire à 3 inventions indépendantes de 3 inventeurs qui ont proposé les méthodes originales de la réalisation de l'image, mais aussi qui voyaient l'invention elle-même très différemment. Pour Nicéphore Niepce, et lui était le premier qui a commencé ses recherches, la photographie était une façon de saisir l'existence même, la représenter dans l'image visuelle. Pour Louis Daguerre, la photographie était un moyen d'échange social. Et enfin, pour Henry Talbot, le 3e inventeur de la photographie, c'était la possibilité de trouver et révéler la beauté. Et cela a affaire non pas à la beauté d'un objet, qui bien sûr peut être considéré comme beau, mais au phénomène de la beauté. Évidemment, chacun de ces 3 génies était inventeur d'une nouvelle méthode de l'image mécanique que plus tard on va nommer la photographie. Mais chacun d'eux voyait à sa propre façon l'objectif de la photographie, comme s'il dévoilait une de ces 3 facettes différentes. Le premier inventeur était Nicéphore Niepce. Il a formulé l'idée de l'image photographique déjà en 1790. C'est justement cette année que l'idée apparaît dans la correspondance avec son frère cadet Claude. Tous les deux s'occupaient des inventions des choses différentes. En fait, il était premier inventeur professionnel. Professionnel dans le sens qu'ils ont fait l'invention l'affaire de leur vie, bien qu'ils n'aient pas réussi de recevoir aucune rémunération de leur travail pendant plusieurs années. Par exemple, ils étaient inventeurs du premier moteur à réaction ou plus précisément du moteur à combustion. Un modèle expérimental du moteur de Nicéphore Niepce et son frère, vous voyez maintenant sur vos écrans. Les gens avec une éducation classique, ils lui donnaient un nom pyrélophore, qui provient des 3 mots grecs. Pyr, le feu, c'est le combustible qui brûlait à l'intérieur du moteur. Éole, le vent, le combustible brûlé engendrait une pression d'air qui ensuite poussait le. Et enfin, fort, qui signifie porter. Le, sortant sous pression par les buses du moteur, poussait le navire. Leur moteur était prévu pour les navires maritimes. Et c'était l'invention révolutionnaire. À la fin, ils vivaient à l'époque de la Révolution française, c'est-à-dire à l'époque des changements radicaux dans la société et dans la conscience des gens. Il faut dire que les recherches d'une méthode photographique ont pris presque toute la vie de Niepce. Et bien sûr, à l'époque, la notion de la photographie n'existait pas. Voilà comment Niepce l'a formulé au cours de ses expériences. Trouver dans les émanations du fluide lumineux un agent susceptible d'en prendre, d'une manière exacte et durable, les images transmises par les procédés de l'optique. Fin de citation. Tous les procédés photographiques sont basés sur le même principe. La lumière qui vient des objets est justement ce qui crée une image. Photo, du grec, signifie la lumière, grapho, écrire. Niepce pensait que dans le fluide lumineux existait un composant, ou comme il l'a nommé, un agent, qui était un porteur des propriétés visuelles des objets, c'est-à-dire de tout ce qu'on appelle l'image. À première vue, il y avait dans cette conception quelques mystifications. Un agent énigmatique capable d'en prendre des objets.
On peut le considérer comme une fiction, quelque chose d'un phénomène paranormal, bien qu'il s'agisse d'une invention scientifique et technique. Cependant, il faut remarquer qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune explication pourquoi une image des objets pouvait être fixée. La théorie ondulatoire de la lumière développée par Newton et les autres donnait une explication lucide comment une lentille forme une image optique. Mais il n'y avait aucune compréhension pourquoi cette image optique puisse agir sur une substance chimique. Au début, Niepce pensait que pour enregistrer des images du monde physique, il fallait deux choses. Premièrement, la caméra qui créait une image optique et deuxièmement, une substance sensible à la lumière qui était capable de reproduire sur sa surface une image construite par la caméra. Quant à la caméra, à l'époque, les peintres utilisaient un appareil semblable pour le dessin. Et quant à la substance sensible à la lumière, il était connu comme les sels d'argent possèdent une sensibilité nécessaire. Il en restait assembler toutes ces choses dans un procédé. Cependant, tout n'était pas si simple. Il s'est trouvé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait encore une étape inconnue dont Niepce ne savait rien et qu'il devra trouver. Les expériences de Niepce donnaient à la première étape des bons résultats. Évidemment, il utilisait un procédé avec les sels d'argent. Une image optique, construite par la caméra, apparaissait. Elle existait séparément de la caméra, séparément des objets que la caméra visait. On pouvait enlever et emporter la plaque sur laquelle a surgi l'image. Cependant, il y avait là un problème indépassable. Il consistait à ce que l'image disparaissait très vite. La plaque allait se noircir, on ne pouvait plus discerner l'image. Mais elle existait pendant quelques minutes. Cela était frappant et en même temps donnait un désespoir, car Niepce ne pouvait pas conserver cette image. À la fin, Niepce a changé radicalement le procédé. Il a refusé d'utiliser les sels d'argent en tant que la substance sensible à la lumière. En ce moment, il a trouvé la troisième étape, initialement inconnue, à savoir une révélation. Ce mot signifie le dévoilement, une expérience soudaine d'une réalité, mais aussi une connaissance mystique. Ce n'est pas par hasard que ce mot est devenu courant dans la pratique photographique, car l'apparition de l'image sur une plaque photosensible en résultat d'un certain procédé technologique a l'air énigmatique, inexplicable, de quelque chose qui ressemble aux manipulations d'un illusionniste. Peut-être un jour vous avez vu dans un laboratoire photographique, à la lumière de l'ampoule rouge, comment apparaît une image sur le papier photographique exposé et plongé dans le banc de révélateur. Elle apparaît comme de nulle part. Vous pouvez vous souvenir votre impression dans laquelle se mélangeait une admiration et un étonnement. Lorsque devant vos yeux tout un monde apparaisse, comme si une feuille de papier était une fenêtre magique donnant sur un espace situé loin d'ici, un espace où quelque événement est arrivé. Justement, cette image réalisée par Niepce en 1827 est conçue comme la première photo dans le monde. Elle était faite au moyen de bitume de Judée. Lors de ses recherches d'une substance en tant que carburant pour son moteur, Niepce a découvert que le bitume possède une sensibilité faible pour la lumière. Des zones exposées à la lumière avaient durci et des zones qui n'étaient pas assez exposées n'avaient pas durci et par suite étaient solvables par l'huile de lavande. Un résultat de ce traitement, qui était un prototype d'une révélation, sur une plaque se formait en relief faible où les lumières, étant détachées des ombres, engendraient une image des objets. Voilà une plaque faite à l'époque contemporaine.
L'original de cette plaque se trouve au musée de George Eastman aux États-Unis. Niepce a appelé cette méthode héliographie, du nom du dieu antique de soleil Hélios. Dans son nom, il y a quelque chose d'une essence divine de la lumière, dont racontait le mythe antique. Une essence qui dévoile les propriétés des choses et qui rend visible tout ce qui était invisible et caché. Dans la mythologie et dans la culture, la principale propriété de la lumière, c'est une capacité de laisser voir quelque chose secrète et caché. En fait, cet agent inconnu, en porteur de l'image que Niepce voulait à découvrir, n'était pas une fantaisie, mais seulement 100 ans plus tard, la science pourra expliquer pourquoi telle ou telle substance peut conserver une image des choses. Selon la physique quantique, les photons, des particules qui possèdent l'énergie, sont cet agent qui rend toute chose visible. Une source de lumière émet un flux des photons. Puis ils sont reflétés par les objets et l'objectif de la caméra projette ce flux sur la plaque photosensible. Lorsque les photons atteignent la substance sensible, en dedans d'elle se passe un processus caché. Si, paradoxalement dit, en ce moment, dans la substance se forme une image invisible. Il est impossible de la voir, mais elle existe au niveau de la structure atomique de la matière. Voilà pourquoi il était nécessaire cette troisième étape de révélation. Pour révéler, dévoiler tous ces changements dans la structure atomique de la substance. Ainsi donc, Niepce est venu à une formule de la méthode photographique qui consistait de 3 étapes. La construction de l'image optique, la substance sensible pour la lumière et la révélation de l'image. Le premier procédé, c'est-à-dire héliographie, avait un défaut indispensable. Le bitume avait une sensibilité très faible à la lumière. Ce procédé exigeait un temps d'exposition très long. Par exemple, cette célèbre vue depuis la fenêtre a demandé une exposition pendant 8 heures sous le soleil direct. Dans ce cas, il était possible de faire des images seulement des objets statiques. Et de plus, il n'y avait pas de possibilité d'enregistrer identiquement en clair-obscur, car pendant ce temps, le soleil passait une distance considérable dans le ciel, en éclairant un objet de différents côtés. Les descriptions de la besogne que posait Niepce et la description de son invention peuvent nous montrer que la pulsion générale et sa cible consistaient pour lui à une possibilité de saisir l'être, exprimer l'existence par une image. Pour Niepce, c'était tout d'abord une question de connaissance du monde. Puisque, comme Niepce croyait, une image construite au moyen de la lumière dévoile quelque chose d'essentiel. Il ne souciait pas de l'usage pratique de la photographie. C'est pourquoi Niepce restait dans l'histoire un enthousiaste qui était frappé par une possibilité même de transformer en image ce qui existait dans l'incertitude visuelle du monde physique. Cette idée consistait à ce qu'une image réalisée au moyen de la lumière peut saisir des aspects cachés des choses, qu'elle rende visible ce qui n'est pas disponible pour notre vision, mais qui existe. Par exemple, dans la première période de la photographie, on croyait qu'elle pouvait fixer les phénomènes invisibles pour l'œil humain. En XIXe siècle, il existait un type de la photographie des fantômes. En particulier, l'un de ses adeptes était Arthur Conan Doyle, l'auteur de célèbre Sherlock Holmes. Il est intéressant de regarder une telle notion comme l'âme. Les représentations courantes depuis l'Antiquité disent que l'âme consiste de la lumière. Sa nature, selon le christianisme, c'est la lumière. Par exemple, on croit, selon ésotérique, que l'aura que possède tout être vivant n'est autre chose que la lumière concentrée de telle ou telle qualité
et invisible pour un regard habituel. Il était inévitable qu'à l'époque, ces idées se sont unies avec la photographie. Comme un exemple partiellement drôle, partiellement effrayante, on peut mentionner une théorie assez extrême suivie par Honoré de Balzac. Il comptait qu'une action de photographier enlève à une personne une couche de son âme, laquelle, selon cette théorie, représentait des multiples couches très fines de la lumière superposées l'une sur l'autre. On sait que Balzac avait peur d'être photographié, et seulement 2 fois dans toute sa vie, il a été d'accord pour une séance de photos. Cette image est justement son premier portrait. On compte que Niepce a réalisé la première image et réussi en 1822. Elle n'a pas été conservée, mais cet an a été pris comme la date de l'invention de la photographie. Après ça, Niepce a élaboré la méthode d'héliographie qui ne l'a pas satisfait puisqu'elle demandait une exposition extrêmement longue. C'est justement dans cette période qu'il a fait connaissance avec Louis Daguerre, deuxième inventeur de la photographie. Longtemps, on considérait Daguerre en tant que l'inventeur de la photographie, tandis que Nicéphore Niepce était presque oublié. Après leur connaissance, ils ont décidé d'unir leurs forces et ils ont signé un contrat d'après lequel tous les deux seraient considérés comme auteurs de la future invention. Il était évident que la méthode d'héliographie ne pouvait pas être utilisée pour des fins commerciales. On ne pouvait pas réaliser une image d'une personne, et à vrai dire, justement cette possibilité déterminait le potentiel commercial de la photographie. Dans ce cas, la photographie devenait non pas un moyen d'image mécanique, mais un nouveau moyen d'échange, un nouveau moyen d'interaction sociale et politique. Niepce est mort en 1833, sans avoir une reconnaissance de son invention. Il fallait encore 5 années pour que Louis Daguerre a pu finir leur travail commencé en coopération sur une nouvelle méthode où ils sont revenus à l'utilisation des sels d'argent. Voici les premières images faites par Daguerre au moyen de ce nouveau procédé dont il a donné son propre nom, daguerréotypie. Il faut dire que c'est assez raisonnable car Daguerre, à l'opposé de Niepce, voyait dans son invention un moyen d'échange. Il est intéressant que d'abord Daguerre pensait que son invention n'était pas valide pour les portraits. Mais malgré son opinion, c'est justement le portrait qui est devenu le principal sujet de la daguerréotypie. Peut-être 99% de tous les daguerréotypes dans le monde, ce sont les portraits. Comme on sait, la République française a acheté le brevet d'invention de Daguerre par une bourse à vie pour lui et pour un héritier de Niepce. Après quoi, cette invention a été proposée gratuitement, y compris pour des fins commerciales, comme un don de la République pour le monde. Avec une petite remarque. Pour tous les pays sauf Angleterre. Une nuance qui montre une rivalité éternelle entre la France et l'Angleterre. Cependant, l'année suivante, on a commencé à ouvrir les studios de daguerréotypie dans les grandes capitales du monde. Maintenant, vous pouviez fabriquer votre propre portrait, un portrait de vos enfants ou de vos parents. Vous pouviez présenter ce portrait comme un cadeau à vos amis ou à une personne bien aimée. Oui, à l'époque, ce portrait existait comme aussi le tableau de peintre dans un unique exemplaire. Vous ne pouviez pas faire le tirage. Mais cette photo devenait un objet d'échange accessible entre les gens. Bien sûr, les images existaient depuis l'Antiquité, en tant que l'objet d'échange symbolique, mais avant ça, elles n'étaient pas les objets d'échange personnels. Évidemment, une icône, image religieuse, existait comme un acte de la présence symbolique d'une certaine connaissance dans le monde. Connaissance sacrée, philosophique, éthique, enfin idéologique,
L'icône contenait tout ça. Mais un échange de cette image n'existait jamais au niveau personnel. Ce qui est venu dans le monde 19 août de 1839, c'était un nouveau moyen d'échange. Une image symbolique passée au niveau personnel. Cela avait eu des conséquences sérieuses, mais elles ont été manifestées beaucoup plus tard. Peut-être vous allez objecter. La photographie n'a pas inventé l'image comme telle. Avant ça, des peintres créaient les images personnelles, les portraits individuels, et avec le développement des méthodes de gravure, on pouvait faire le tirage. Oui, c'est vrai. La photographie n'a pas inventé la possibilité de l'image. Et cependant, elle a réalisé deux choses. La première consistait à ce que la photographie a fait une image personnelle accessible pour tout le monde. Et peu importe si c'est une image de mon visage ou d'une chose qui m'appartient. Par cela, l'image entrait dans l'espace personnel. C'est le premier aspect du tournant que la photographie a apporté. On peut le comparer avec la circulation de l'argent. Vous pouvez avoir une énorme somme d'argent, mais seulement lorsque l'argent existe comme un outil omniprésent, lorsqu'il est utilisé par tout le monde comme une marchandise universelle, seulement dans ce cas l'argent devient un système d'échange. Deuxième aspect de ce tournant consistait à ce que la photographie transformait en image ce qui avant cela n'était pas reconnu comme une image, à savoir le monde physique dans lequel passe notre vie, où on est, on existe et on meurt. Regardez, qu'est-ce que c'est l'image photographique de point de vue de la matière et de point de vue social ? De point de vue de la matière, la photographie, c'est une empreinte des objets qui subsistent dans l'espace réel. Ce sont littéralement les copies des objets construits par la lumière. On peut dire que la réalité matérielle construit elle-même sa copie. C'était une découverte grandiose dans l'art qu'on d'abord contestait et laquelle on refusait à reconnaître. Car l'image dans l'entendement classique, c'est une vision. Seulement un auteur, un artiste, c'est-à-dire une conscience personnelle, pouvait créer une image. La nature elle-même ou un espace extérieur ne pouvait pas être l'image. Et tout à coup, nous avons découvert que la réalité elle-même peut devenir une image. La photographie et puis le cinéma nous ont montré ça, et de plus, ils ont fait impossible de revenir vers la perception antécédente. C'est ce qui se passe au niveau des objets matériels et de point de vue social, c'est-à-dire au niveau de la communication. Désormais, tout ce qui est visible devient un élément d'échange. Il n'existait plus rien qui ne pourrait être montré, qui ne pourrait être échangé contre l'argent ou contre l'énergie de notre attention. Mais ce qui est plus important, c'est qu'un objet personnel, ou même une personne, se transforme en image. C'est-à-dire d'abord un objet d'attention, puis un objet d'attraction, puis en signe et finalement en sens. Lorsque nous voyons une image publicitaire qui représente une famille heureuse près d'un nouveau modèle d'une voiture, nous avons devant nous quelque chose d'individuel qui, d'un côté, s'est transformé en signe et d'autre côté devient un élément d'échange. L'image d'une vie heureuse qui, comme une allusion et en même temps intentionnellement est liée avec une voiture, se transforme en marchandise à laquelle cette voiture s'attache. De plus, chaque spécialiste de la publicité depuis Edward Bernays, l'un des pères de la propagande, sait qu'une image, c'est ce qu'on achète. Et la marchandise réelle, si paradoxalement dit, n'est autre chose qu'un emballage pour l'image, et pas l'inverse. Je vais remarquer qu'au niveau matériel, cela se diffère complètement. Une image est une représentation d'une chose.
Lorsque nous payons notre achat, évidemment, nous achetons quelque chose qui peut être pesé et palpé, c'est-à-dire un objet ou un outil. Et cependant, cela n'est pas si évident. Il faut poser une question. Pourquoi achetons-nous telle ou telle chose? Pourquoi celle-ci et pas une autre? La réponse est que la cause de notre achat ne se trouve pas dans nos besoins rationnels. Peut-être 90% de tout achat dans la société moderne dépasse nos besoins. La cause de notre choix est dans nos pulsions, dans notre inconscient, dans notre mémoire collective. Et ce domaine est représenté par des images. De plus, une pulsion sort de l'image, car un achat s'actualise au niveau symbolique. En achetant cette voiture, nous acquérons non pas seulement en transport, mais nous achetons un statut dans la société, l'attention de nos voisins et l'amour d'une femme. Voilà où se trouve-t-il un point de départ pour le tournant iconique dont nous a annoncé Gottfried Böhm. Dans le changement de l'espace de notre perception, à l'intérieur duquel nous vivons. Pendant plus de 100 ans, notre perception prenait des propriétés de l'image visuelle. Quelles sont ces propriétés? La plus importante consiste à ce qu'une image visuelle est en même temps un objet unique et un signe que nous comprenons intuitivement, c'est-à-dire comme un sens implicite. Concernant ce que c'est le sens implicite dans l'image et comment fonctionne-t-il, je vous renvoie à l'une de mes vidéos précédentes, Eugene Smith, le sens de l'image. À l'heure de ce tournant appelé iconique, apparaissent plusieurs conséquences très graves qui ont changé notre perception. Je vais les résumer un peu plus tard et maintenant je voudrais revenir à l'invention de la photographie pour regarder la troisième procédé ou la facette de la photographie qui se révèle dans cette invention. En fait, cette conversation ne serait pas complète sans le domaine qui s'est manifesté aussi dans cette invention. C'est la beauté. Le troisième inventeur et génie, qui jusqu'au moment ne savait rien à propos des succès de Niepce et Daguerre, était un Anglais, Henry Fox Talbot. Et pour lui, la photographie se présentait une nouvelle opportunité. C'était dans son entendement ni plus ni moins une façon de découvrir la beauté, c'est-à-dire une nouvelle forme d'art. En 1839, c'était déjà 6 ans que Talbot ait travaillé sur sa méthode photographique et on doit admettre que sa méthode d'un procédé négatif-positif sera une direction principale pour la photographie. La daguerréotypie, après 12 ans d'épanouissement, va disparaître à cause de l'invention d'un nouveau procédé de collodion. La méthode de Talbot, comme aussi ses dérivés, ont permis de faire tirage des images photographiques, c'est-à-dire faire des copies. Cette possibilité, faire des copies, va devenir l'une des plus importantes, car il ne suffit pas d'actualiser la réalité comme une image. Il faut propager les images partout. À la fin, c'est la possibilité de découvrir la beauté qui était l'objectif de son invention. Lorsqu'en 1839 Talbot a lu l'annonce de l'invention de Daguerre, il s'est dépêché de présenter son invention dans la Société royale scientifique à Londres. Il a donné le titre pour son rapport. La description du dessin photogénique ou la méthode au moyen de laquelle les objets et phénomènes de la nature peuvent dessiner eux-mêmes sans utiliser le crayon de peintre. Le titre long, mais c'était dans l'esprit de l'époque, qui n'était pas si rapide que notre temps. Je voudrais attirer votre attention sur ce fait que dans le rapport de Talbot déjà apparaît un certain crayon de peintre, c'est-à-dire l'art,
le thème qui n'apparaissait pas en évidence chez Niepce et Daguerre. Regardez ces paysages près de la baie Lecoq, la propriété familiale de Talbot. Ces photographies sont remplies de l'idée de beauté. Cet arbre est vu par tel regard et avec tel but. Même le nom du procédé de Talbot est lié avec le concept de la beauté. Il l'a nommé calotype, du grec kalos, qui signifie la beauté. Je ne vais pas décrire en détail ce procédé, mais je vais dire que les notions de négatif et positif dans la photographie apparaissent justement d'après l'invention de Talbot. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette méthode, je recommande de trouver la description du procédé de calotype. Il est assez intéressant et peut être réalisé dans un laboratoire amateur. D'ailleurs, Talbot était l'auteur du premier livre photographique, qu'il a intitulé « Le crayon de la nature ». En évoquant le concept de la beauté, je ne veux pas dire que la photographie en tant que nouvel média contenait une idée exclusive de la beauté, qui ne subsistait pas dans les autres formes d'art. Non. L'homme éprouvait le désir de beauté pendant toute l'histoire. L'idée de la beauté est liée avec la notion de l'art. Et cependant, on peut voir que la photographie, comme média qui se développe successivement, contenait dans le point de départ ces trois directions principales de la culture moderne. La première consiste à ce que la photographie s'ouvre comme un moyen de la connaissance, de nous-mêmes et du monde. La deuxième est celle que la photographie devient un moyen d'échange social et politique. La troisième est celle que la photographie peut découvrir la beauté dans la réalité qui nous entoure. À mon avis, la réalisation d'une œuvre d'art en plénitude consiste à ce qu'il tâche à relier ces trois aspects. Et peu importe si c'est un tableau, une photo, une pièce musicale, un film ou une performance. Une image est une connaissance. Ce n'est pas seulement un objet visuel. Une image crée en nous une nouvelle représentation qu'on n'a pas eue avant cela. Elle devient une partie de notre communication, se transformant en notre vision. Et on ne peut pas écarter de soi-même cette représentation avec facilité. Dans ce sens, la photographie a une propriété. En comparaison d'autres formes d'art, elle peut fixer un moment du temps. Soit cet arrêt n'est qu'une illusion. Outre ça, la photographie crée un langage d'interaction nouvelle dans la société. Elle forme une nouvelle actualisation de la réalité symbolique, qui était absente jusqu'à ce moment. Et en ce cas, elle crée aussi une valeur. Quelles sont les conséquences de tous ces changements qui se sont produits dans notre perception avec la photographie ? Comme j'ai dit au début, on peut comparer le tournant iconique avec une situation lorsque nous existons dans l'espace des images visuelles. Cet espace, on ne doit pas l'attacher aux objets du monde physique, parce que ces derniers ne sont pas littéralement des images. Non, ce processus consiste à ce que nous voyons la réalité comme des images visuelles. Cela veut dire que nous ne contactons un objet qu'à travers un écran mental d'une réalité symbolique. Il est très difficile pour nous de contacter le monde directement. Chaque objet se transforme pour nous en mécanisme qui nous prescrit et interdit. Si nous percevons le monde comme une image, il nous pose des limites, qu'il est difficile à franchir parce que nous considérons ça comme notre propre vision. Je voudrais évoquer encore une fois le philosophe Valéry Savchuk. Dans ses textes sur le visuel, il a formulé une notion de la violence d'image visuelle. Le sens de cette expression consiste à ce qu'une image nous prescrit à voir les choses d'une façon et pas d'une autre. Et avec cela, elle interdit nous voir les choses autrement.
Peut-être vous verrez ici une contradiction, car j'ai commencé cette vidéo en ayant dit que la photographie peut toucher les choses du monde extérieur. Oui, en ce qui concerne une action de photographier, elle nous donne cette opportunité. La complexité de la situation consiste à ce fait que, d'une part, le contact direct et d'autre part, l'espace des images visuelles, ces deux possibilités se trouvent en nous-mêmes. Lorsque nous ne reconnaissons pas que nous regardons le monde à travers des images en donnant aux choses tel ou tel sens symbolique, alors nous nous trouvons à l'intérieur de l'espace d'image, comme derrière une clôture, et nous perdons une opportunité de contact direct avec des phénomènes. Et cependant, si nous voyons le monde comme un contact direct, nous pouvons nous libérer de la violence des images. Dans ce moment, le monde et les choses qui le remplissent tendent vers nous leurs bras pour nous toucher. Dans ce moment, nous sommes capables de créer des images nouvelles. Non pas reproduire un espace mental déjà formé, mais le créer comme une expression de notre entendement. De l'homme de la copie, nous devenons l'homme de la création. En conclusion, je voudrais revenir à ces trois aspects de la photographie dont j'ai parlé tout à l'heure. L'existence, l'échange et la beauté. Souvent, il nous est difficile à discerner qu'est-ce qui prévaut dans une certaine image. Mais lorsqu'on se heurte à ces trois aspects ou les facettes dans sa propre pratique, on peut voir plus clair en quoi consiste notre élan. Toucher les phénomènes du monde, saisir la beauté ou proposer une image pour l'échange. C'est à nous-mêmes à décider laquelle de ces possibilités nous exprime le mieux. Je vous remercie.